En 1943, un médecin militaire allemand nommé Heinrich Vogt découvrit que les soldats blessés, nourris à la soupe d'ortie dans les hôpitaux de campagne, guérissaient de leurs fractures osseuses 40% plus vite que ceux recevant des rations standards. Une analyse en laboratoire à l'université de Munich en a révélé la raison. La plante, qui poussait comme une mauvaise herbe dans les jardins bombardés, contenait 380% de calcium de plus que ce que les chaînes d'approvisionnement en lait ne pouvaient livrer. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment récolter et préparer ce super aliment oublié afin de ne plus jamais payer pour des suppléments de calcium. Si vous avez toujours voulu comprendre pourquoi les plantes les plus nutritives se cachent à la vue de tous, vous êtes au bon endroit. Entrez dans n'importe quelle pharmacie aujourd'hui. Le rayon des compléments alimentaires expose des comprimés de calcium, vendus entre 15 et 30 dollars le flacon. Caltrate, Citracal, Naturemade. Ces entreprises dépensent des millions pour convaincre les consommateurs que les formulations de laboratoire offrent une santé osseuse supérieure. Les clients remplissent leur panier en étant persuadés que les pilules transformées sont plus performantes que tout ce qui pousse dans leur jardin. Ils ne se demandent jamais si des soldats soignant des os brisés dans des hôpitaux de campagne boueux n'auraient pas découvert quelque chose de mieux il y a 80 ans. La grande ortie pousse sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. La plante atteint plus de 1,20 mètres de haut dans un sol fertile et se propage par des rhizomes souterrains qui survivent au gel hivernal. La plupart des gens la reconnaissent à cause d'une douleur d'enfance, une cheville effleurée dans les hautes herbes, ou une poignée saisie par mégarde en jouant dans des terrains vagues. La sensation de brûlure qui suit le contact peut durer des heures et crée des souvenirs qui persistent pendant des décennies. Le mécanisme de piqûre fonctionne grâce à des poils creux microscopiques, couvrant chaque feuille et chaque tige. Ces structures, appelées trichomes, agissent comme des aiguilles hypodermiques. Lorsque la peau entre en contact avec la plante, les pointes des poils se brisent et injectent un mélange chimique directement dans les tissus. L'histamine déclenche une inflammation immédiate. L'acétylcholine amplifie les signaux nerveux. L'acide formique, le même composé que celui utilisé par les fourmis de feu, crée la sensation de brûlure persistante. Ce système de défense a évolué sur des millions d'années dans un seul but: la protection. La même chimie qui repousse les humains éloigne également les insectes et les animaux de pâturage. La plante investit d'énormes ressources biologiques dans ses composés défensifs. Cet investissement protégeait quelque chose d'assez précieux pour en justifier le coût. Des registres monastiques du IXe siècle en Europe documentent la nature de cette valeur. Les moines bénédictins de l'abbaye de Saint-Gall, dans l'actuelle Suisse, tenaient des plans de jardin détaillés montrant la culture de l'ortie aux côtés d'herbes médicinales. Les moines ne faisaient pas pousser de mauvaises herbes par accident. Ils cultivaient une source de nourriture qui faisait vivre les communautés pendant les hivers, lorsque les réserves de céréales s'amenuisaient. John Gerard a publié The Herbal en 1597, documentant les connaissances botaniques anglaises accumulées sur des générations. Son article sur l'ortie décrit la plante comme étant nourrissante au-delà de toute mesure en période de famine. Gérard a rapporté que les habitants des Highlands écossais survivaient aux hivers rigoureux en récoltant des orties dans les vallées abritées lorsque les autres sources de nourriture faisaient totalement défaut. Les archives irlandaises de la Grande Famine 1845-1852 montrent des schémas similaires. Les familles qui connaissaient les méthodes traditionnelles de cueillette incorporaient l'ortie dans les soupes et les bouillies lorsque les récoltes de pommes de terre pourrissaient dans les champs. La plante poussait en abondance dans les mêmes sols remués où des agriculteurs désespérés avaient arraché les récoltes perdues à la recherche de tout ce qui était comestible. Le ministère britannique de l'Alimentation a publié des brochures officielles pendant la Première Guerre mondiale pour encourager les civils à récolter l'ortie sauvage.
Les documents archivés à l'Imperial War Museum de Londres décrivent des méthodes de collecte et des recettes conçues pour compléter les rations alimentaires. Les botanistes gouvernementaux comprenaient que la plante poussant le long des remblais de chemins de fer et des cratères de bombes contenait des nutriments que les aliments importés ne pouvaient fournir. Les dossiers médicaux militaires allemands de la Seconde Guerre mondiale contiennent la documentation la plus détaillée. Les hôpitaux de campagne le long du front de l'Est étaient confrontés à des pénuries d'approvisionnement chroniques. Les médecins expérimentaient des sources de nourriture locale pour favoriser le rétablissement des patients. Le docteur Heinrich Voigt, stationné près de Stalingrad en 1943, observa que les patients recevant une nutrition à base d'ortie présentaient une guérison osseuse plus rapide que les groupes témoins. Ces rapports ont circulé par les canaux médicaux militaires jusqu'au centre de recherche de Munich et de Berlin. L'analyse en laboratoire a confirmé ce que les observations sur le terrain suggéraient. La plante contenait des concentrations de calcium dépassant celles des produits laitiers dans des proportions qui semblaient impossibles pour une espèce sauvage. Les recherches se sont poursuivies jusqu'à ce que les bombardements alliés perturbent l'infrastructure scientifique allemande en 1944. Après la guerre, ces connaissances se sont dispersées sans préservation systématique. Les services de vulgarisation agricole en Europe et en Amérique du Nord ont concentré les efforts de reconstruction sur les méthodes d'agriculture industrielle. Les gouvernements devaient reconstruire rapidement la production alimentaire nationale. Les méthodes industrielles nécessitaient des intrants achetés, des engrais provenant d'usines chimiques, des semences de fournisseurs commerciaux et des équipements de fabricants. Ces achats généraient une activité économique qui aidait à financer la reprise d'après-guerre. Le savoir-faire d'autosuffisance par la cueillette, transmis de génération en génération, ne générait aucun revenu pour les fournisseurs agricoles. Les grands-parents qui se souvenaient quelles plantes sauvages nourrissaient les familles dans les moments difficiles virent leur savoir rejeté, car jugé primitif. Leurs petits-enfants apprirent à acheter des légumes emballés sous plastique sur les étagères des supermarchés. La chaîne de transmission s'est rompue en une seule génération. La plante qui avait nourri l'Europe à travers chaque famine fut classée comme une mauvaise herbe nuisible à éliminer. Les bureaux de vulgarisation des comtés publièrent des guides pour son éradication chimique. Les jardiniers pulvérisèrent des herbicides le long des clôtures où l'ortie apparaissait. La source de nourriture la plus nutritive du monde tempéré devint un ennemi à détruire plutôt qu'une ressource à récolter. Mais les preuves scientifiques n'ont jamais disparu. Elles se sont accumulées dans des revues à comité de lecture que la plupart des consommateurs ne consultent jamais. Les chercheurs ont continué à analyser la composition de l'ortie à l'aide de méthodes de laboratoire de plus en plus sophistiquées. Les résultats confirment tout ce que les archives historiques suggéraient et révèlent des avantages supplémentaires que les moines médiévaux n'auraient pu mesurer. Ruto et ses collègues ont publié une analyse nutritionnelle complète dans Art Science en 2013. Leurs travaux de laboratoire à l'Université du Kentucky ont mesuré la teneur en minéraux des feuilles d'ortie cultivées dans des conditions contrôlées. Les chiffres du calcium ont dépassé les attentes. 450 mg pour 100 g de pois sec. La même mesure pour le lait entier affiche 125 mg. Le calcul montre qu'il y a 3,8 fois plus de calcium dans l'ortie que dans le produit laitier que les campagnes de marketing promeuvent comme l'aliment supérieur pour la construction osseuse. La question de la biodisponibilité importe tout autant que la teneur brute. Le calcium enfermé dans des composés chimiques que la digestion humaine ne peut briser n'apporte aucun bénéfice nutritionnel, quelle que soit sa concentration. Roy Upton a abordé cette question dans la monographie de l'American Herbal Pharmacopoeia, publiée en 2013. Son analyse des études d'absorption a montré que le calcium de l'ortie pénètre dans la circulation sanguine avec une efficacité de 40%. Le calcium laitier est absorbé à 30%. La plante fournit plus de calcium par portion,
et le corps accède à un pourcentage plus élevé de ce qu'elle livre. Une tasse d'ortie cuite fournit plus de calcium absorbable que 2 verres de lait. Les mathématiques ne sont pas compliquées. Elles contredisent simplement 50 ans de marketing de l'industrie laitière que la plupart des consommateurs ont accepté sans poser de questions. Les sceptiques soulèvent une objection évidente. Les gens boivent du lait sous forme liquide. Qui consomme de l'ortie séchée? La réponse relève de la chimie alimentaire de base. La cuisson de l'ortie dans l'eau pendant 60 secondes neutralise complètement le mécanisme de piqûre. La chaleur dénature les protéines des trichomes et décompose les irritants chimiques. Les légumes verts cuits qui en résultent ont un goût similaire à celui des épinards, avec une saveur minérale légèrement plus prononcée. Chaque recette traditionnelle d'ortie, des Highlands écossais aux hôpitaux de campagne allemands, commence par une brève cuisson qui transforme une mauvaise herbe douloureuse en un légume appétissant. La teneur en protéines a autant surpris les chercheurs que les découvertes sur le calcium. Otakar et ses collègues ont publié une analyse dans Food Chemistry en 2016, documentant une concentration de protéines de 25 à 30% du poids sec. Le contexte rend ce chiffre significatif. Les épinards contiennent 2,9% de protéines. Le chou frisé en contient 4,3%. Le soja, base des produits protéinés végétaux, en contient 36%. L'ortie s'approche des niveaux du soja tout en poussant comme une herbe indésirable plutôt que comme une culture soigneusement entretenue. L'analyse du profil des acides aminés, publiée par Rafajłowska en 2013, a confirmé la complétude nutritionnelle. Le corps humain a besoin de 9 acides aminés essentiels que les systèmes internes ne peuvent pas synthétiser. Ceux-ci doivent provenir de sources alimentaires. Les produits animaux fournissent généralement des profils d'acides aminés complets. La plupart des aliments végétaux manquent d'un ou plusieurs composants essentiels. Les feuilles d'ortie contiennent les 9 acides aminés essentiels, dans des proportions qui soutiennent la synthèse protéique humaine sans supplémentation. Les populations médiévales qui ont survécu à la pénurie de protéines grâce à la consommation d'ortie n'ont pas eu de la chance. Elles accédaient à une source de protéines complète que la science nutritionnelle moderne ne caractériserait pleinement que 8 siècles plus tard. Le savoir fonctionnait. L'explication est venue plus tard. La teneur en fer présente une autre contradiction avec l'éducation nutritionnelle grand public. Chaque enfant ayant regardé des dessins animés dans les années 1970 a appris que les épinards donnent de la force grâce à leur teneur en fer. Popeye pressait des boîtes de conserve et voyait ses muscles gonfler instantanément. L'image persiste dans la mémoire culturelle des décennies après que la science de la nutrition a complexifié l'histoire. Les épinards frais contiennent 2,7 piliers de fer pour 100 gras. L'ortie contient 1,564 pour 100 grammes de produits frais. Les chiffres semblent comparables jusqu'à ce que des différences de méthodologie apparaissent. L'ortie séchée se concentre à 41 mg pour 100 grammes. Plus important encore, les composés d'oxalate dans les épinards lient les molécules de fer sous des formes que la digestion humaine ne peut pas absorber. Des études montrent que le fer des épinards traverse le système digestif en restant largement intact. L'ortie contient des concentrations d'oxalate plus faibles. Les molécules de fer restent disponibles pour être absorbées dans la circulation sanguine. La valeur nutritionnelle pratique dépend de ce que le corps peut réellement utiliser, plutôt que de ce que l'analyse de laboratoire mesure sur des échantillons bruts. La teneur en vitamine K ajoute une autre dimension. Les bases de données centrales de l'USDA montrent que l'ortie fournit 498 microgrammes pour 100 grammes de rendre. Les besoins quotidiens des adultes se situent entre 90 et 120 microgrammes. Une seule portion dépasse les besoins de 400%. La vitamine K permet le dépôt du calcium dans la matrice osseuse. La combinaison d'un taux élevé de calcium et de vitamine K dans une seule source alimentaire explique l'accélération de la guérison osseuse que les médecins militaires allemands ont observée chez les patients des hôpitaux de campagne.
La question devient évidente une fois les données accumulées. Pourquoi une plante que les humains classent comme une mauvaise herbe sans valeur contient-elle plus de nutriments que des cultures que les agriculteurs soignent méticuleusement et que les consommateurs paient cher? La réponse réside dans la pression évolutive et l'histoire agricole. Les plantes sauvages font face à des défis de survie constants. Les insectes attaquent les feuilles, les animaux broutent les tiges, les agents pathogènes envahissent les tissus. La survie exige un investissement dans des composés défensifs et des nutriments concentrés, qui soutiennent une réparation tissulaire rapide. Les plantes qui ne peuvent pas se défendre et guérir rapidement ne se reproduisent pas avec succès. La sélection naturelle sur des millions d'années a concentré les composés bénéfiques dans les espèces qui ont survécu. Les cultures agricoles font face à des pressions de sélection différentes. Les humains ont choisi des plantes pour des caractéristiques qui profitaient aux agriculteurs et aux marchands plutôt qu'aux consommateurs. Les fruits plus gros attiraient les acheteurs sur les marchés. Les saveurs plus sucrées plaisaient aux palais habitués au sucre. Les peaux résistantes survivaient au transport sur de longues distances. Les graines qui germaient uniformément simplifiaient les calendriers de plantation. Aucun de ces critères de sélection n'était corrélé à la densité nutritionnelle. Des chercheurs de l'Université du Texas ont publié des résultats dans le Journal of the American College of Nutrition, documentant le déclin des nutriments dans les produits commerciaux sur 50 ans. Les tomates modernes contiennent 60% de vitamine C en moins que les variétés cultivées en 1950. La teneur en calcium du brocoli a chuté de moitié. Les récoltes qui remplissent les étagères des supermarchés ont un aspect impressionnant et un goût acceptable, tout en livrant une valeur nutritionnelle diminuée à chaque décennie qui passe. L'ortie n'a jamais subi de sélection commerciale. Aucune entreprise semencière n'a créé de variétés pour la distribution en supermarché. Aucun service de vulgarisation agricole n'a promu des méthodes de culture optimisées pour la récolte mécanique. La plante a conservé sa densité nutritionnelle d'origine car aucune force économique n'a cherché à la modifier par croisement. La caractéristique même qui a empêché sa commercialisation a préservé la valeur nutritionnelle que les cultures commerciales ont perdue. Gregor et Landberg ont publié une recherche dans Environmental Pollution en 2015 démontrant d'autres capacités de l'ortie. La plante accumule les métaux lourds provenant de sols contaminés par un processus appelé phytorémédiation. Le zinc et le cuivre se concentrent dans les tissus des racines tout en restant absents des feuilles comestibles. L'ortie prospère dans les sites perturbés et pollués précisément parce qu'elle a développé des mécanismes pour traiter les contaminants du sol qui empoisonnent d'autres végétations. Cela explique pourquoi l'ortie apparaît abondamment dans les terrains vagues, les anciens sites industriels et les bords de route où les gaz d'échappement se sont déposés pendant des décennies. La plante pousse là où l'agriculture a dégradé les terres parce que sa biologie supporte des conditions que les cultures domestiquées ne tolèrent pas. La désignation de mauvaise herbe mauvaise herbe reflète l'incapacité humaine à reconnaître l'adaptation comme une valeur, plutôt qu'une quelconque déficience de la plante elle-même. Vogel et Hartl ont publié des recherches agronomiques dans l'American Journal of Alternative Agriculture en 2023 documentant son potentiel de production. La biomasse d'ortie atteint 10 à 15 tonnes de matière sèche par hectare par an. Ce rendement dépasse celui de la luzerne, que les agriculteurs cultivent comme la référence absolue pour la production de biomasse. L'ortie atteint ces chiffres sans apport d'engrais azotés, car elle accède à l'azote du sol par des mécanismes que les cultures domestiquées n'ont pas. Di Virgilio et ses collègues ont confirmé les caractéristiques d'établissement pour les cultures industrielles en 2015. Les graines germent en 10 à 14 jours dans des conditions standards. Les plantes atteignent une taille récoltable 8 semaines après la levée. Les systèmes racinaires persistent 5 à 7 ans une fois établis.
Une seule plantation produit une récolte continue sur plusieurs saisons de croissance, sans frais de replantation ni préparation annuelle du sol. L'économie de sa culture frise l'absurde. Les compléments commerciaux de calcium coûtent de 15 à 30 dollars par mois pour les consommateurs qui en prennent quotidiennement. Les dépenses annuelles atteignent 180 à 360 dollars par an pour un seul minéral qui pousse gratuitement dans un jardin. Les achats de lait pour un apport équivalent en calcium coûtent environ 180 dollars par an au prix de détail actuel. La plante qui fournit un calcium supérieur à un coût permanent nul pousse plus vite que les jardiniers ne peuvent la récolter. Son installation nécessite un investissement minimal. Les divisions de racines provenant de parcelles existantes ne coûtent rien si vous connaissez quelqu'un prêt à en partager. Les pépinières en ligne vendent des jeunes plants pour 8 à 12 dollars. Les sachets contenant des centaines de graines se vendent entre 3 et 5 dollars. Une parcelle d'un mètre carré produit environ 10 kilos ou plus de feuilles fraîches par an une fois établies. Les magasins de diététique affichent l'ortie séchée entre 25 et 40 dollars le kilo. La parcelle de jardin génère ainsi l'équivalent de 200 dollars ou plus en valeur marchande à partir de plantes qui ne nécessitent ni engrais ni irrigation au-delà des pluies naturelles. La sélection du site suit des principes simples. L'ortie tolère des conditions qui tuent les légumes commerciaux. L'ombre partielle, où l'herbe de la pelouse a du mal à pousser, devient un habitat idéal pour l'ortie. Les coins mal drainés où l'eau stagne après la pluie créent exactement les conditions humides que la plante préfère. Les endroits qui frustrent les jardiniers conventionnels deviennent des parcelles d'ortie productives, sans amendement du sol, ni amélioration du drainage. La technique de plantation ne nécessite aucune connaissance particulière. Des divisions de racines espacées de 30 cm et recouvertes de 5 cm de terre s'établissent en quelques semaines. Arrosez une fois après la plantation, puis ignorez-les complètement. La plante a évolué pour survivre sans aide humaine. Lui accorder une attention méticuleuse n'offre aucun avantage et gaspille un effort de jardinage qui serait mieux dirigé ailleurs. La première récolte commence lorsque les plantes atteignent 30 cm de haut. Coupez les 10 à 15 cm supérieurs de chaque tige à l'aide de ciseaux ou d'un sécateur. Le pouvoir urticant se neutralise quelques secondes après la coupe, car les trichomes perdent leur pression hydraulique. Manipuler des orties fraîchement coupées à main nue ne provoque aucun inconfort après 30 secondes d'exposition à l'air. Les gants procurent un confort psychologique, mais ne sont pas une nécessité pratique pour le matériel récolté. La transformation pour la consommation prend 60 secondes. Plongez l'ortie coupée dans l'eau bouillante, attendez une minute, retirez et égouttez. La chaleur détruit les composés urticants de manière totale et permanente. L'ortie cuite se conserve une semaine au réfrigérateur ou 6 mois au congélateur. L'ortie séchée se garde indéfiniment dans des récipients hermétiques, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Les recettes traditionnelles couvrent toutes les traditions culinaires européennes. La soupe à l'ortie écossaise combine les feuilles avec des pommes de terre et des oignons dans un bouillon copieux. Le risotto italien à l'ortie remplace les épinards par ses feuilles pour une saveur minérale plus forte. Les quenelles d'ortie allemandes mélangent des feuilles blanchies à de la pâte à base de pommes de terre avant de les bouillir. Toute recette nécessitant des épinards cuits accepte la substitution par l'ortie avec un apport nutritionnel accru. Les applications modernes s'étendent au-delà de la cuisine traditionnelle. La poudre d'ortie s'ajoute au smoothie sans changement de goût détectable. Les feuilles séchées s'infusent en tisane qui fournit une supplémentation minérale sous forme buvable. Des gélules remplies de poudre d'ortie séchée reproduisent le modèle de l'industrie des compléments alimentaires en utilisant une production domestique plutôt qu'une fabrication en usine. Une récolte continue tout au long de la saison de croissance nécessite seulement des coupes répétées.
Chaque récolte stimule la repousse à partir du système racinaire. Les plantes coupées au début du printemps produisent de nouvelles pousses en 2 semaines. Couper toutes les 3 ou 4 semaines maintient une production régulière des dernières gelées du printemps jusqu'aux premières gelées d'automne. Une seule parcelle établie fournit de l'ortie fraîche pendant 8 mois et de l'ortie séchée pour les 4 mois restants. Le médecin militaire allemand, dont les découvertes ont disparu dans les archives, n'avait pas accès à un savoir secret. Il a été confronté à un désespoir qui l'a forcé à prêter attention aux ressources poussant librement autour d'infrastructures détruites. Les mêmes conditions existent aujourd'hui sous une forme différente. La hausse des prix des compléments alimentaires et la baisse de la qualité nutritionnelle des produits créent des circonstances où la redécouverte des savoirs traditionnels apporte un bénéfice pratique. Les services de vulgarisation agricole n'ont aucune incitation commerciale à promouvoir des plantes qui poussent sans intrants achetés. Les structures de financement qui soutiennent l'éducation publique sur l'agriculture sont directement liées aux entreprises vendant des semences, des engrais et des équipements. La culture de l'ortie ne génère aucun revenu pour ses fournisseurs. La connaissance reste enfouie, non pas par un complot, mais à cause de structures économiques qui récompensent certaines informations et en ignorent d'autres, quelle que soit leur valeur pour les consommateurs. La recherche évaluée par les pairs repose dans les bibliothèques universitaires, accessibles à quiconque prend la peine de chercher. Les archives historiques sont ouvertes au public. Les plantes poussent partout, dans les terrains vagues et en bordure des parkings à travers le monde tempéré. Chaque jardinier qui arrache des orties et les met dans des sacs pour les jeter retire la source de nourriture la plus riche en calcium qui puisse pousser sous son climat. Les moines de Saint-Gall avaient compris quelque chose que les consommateurs modernes ont oublié. Les soldats dans les hôpitaux de campagne ont redécouvert quelque chose que la prospérité du temps de paix a occulté. La science confirme ce que le savoir traditionnel a préservé. L'aliment le plus nutritif ne nécessite aucun achat, aucune culture intensive et aucune attention particulière, si ce n'est de reconnaître sa valeur là où l'agriculture industrielle nous a appris à ne voir que de mauvaises herbes. Si cette histoire a changé votre regard sur les mauvaises herbes de votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enfouir. Plantez le futur. Le prochain trésor sera bientôt révélé.